Bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints donc, pour le deuxième webinaire du CIDELA dans un cycle qui compte 8 webinaires sur factures électriques, réseau et smart grid. Je vais tout de suite laisser la parole aux élus référents de ce webinaire. Voilà. Je laisse la parole donc à Jean-Pierre Belley. Voilà, Jean-Pierre Belley, vice-président du CIDELA, maire de Joué-sur-Erdre. Et Raymond Charbonnier, notre président, ne sera pas avec nous, donc je laisse Jean-Pierre Belley le représenter également. Voilà. Donc bonjour à tous, bienvenue donc, pour ce deuxième webinaire. Donc un petit rappel déjà, le CIDELA, c'est un regroupement de communes. Donc, c'est une collectivité, un outil de mutualisation des communes, par les communes et pour les communes. C'est un acteur public référent de l'énergie au service des collectivités. La première session, il y avait eu plus de 70 personnes qui avaient suivi le premier webinaire et aujourd'hui, il y a plus de 85 personnes inscrites. Ça montre aussi l'intérêt et la pertinence des sujets. Néanmoins, n'hésitez pas à contribuer par vos retours pour faire de l'outil du CIDELA votre outil et pour répondre à vos besoins. Pour une bonne coopération CIDELA-collectivité, les contributions doivent être dans les deux sens, par prestataire de services, mais un outil de commune des collectivités sur les sujets d'énergie. N'hésitez pas à vous appuyer sur nos référents CIDELA dans les communes et EPCI, ou directement le vice-président le plus proche de votre territoire. Deuxième webinaire, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler des factures, des réseaux et de smart grid. Sujet clé, service public de l'électricité égale service public communal depuis sa création en 1906. Sujet clé car soumis ces dernières années à de nombreuses évolutions législatives, techniques, et cela n'est pas fini, avec des sujets comme l'autoconsommation. Sujet clé pour les communes puisque c'est un service public essentiel et dans un contexte de transition énergétique. Le réseau électrique est un élément structurant de chaque projet. Sujet clé aussi pour nos concitoyens. Le déploiement de Linky qui arrive dans chaque foyer a suscité beaucoup de questions. La facture électrique et ce qu'elle finance est également une question très politique. Sujet clé dans la gouvernance des réseaux vis-à-vis du gestionnaire des réseaux d'envergure nationale au monopole législatif. Il est indispensable pour les communes d'être solidaires pour faire bloc et peser dans des échanges avec les acteurs de cette envergure. Sujet clé aussi pour le CIDELA sur les finances du syndicat. Sujet clé, mais aussi sujet complexe. Un webinaire ne va pas tout traiter. Encore une fois, cela souligne la nécessité d'un dialogue renforcé entre collectivités et CIDELA. Nous travaillerons à améliorer notre communication vers vous, mais aussi une démarche de partage à instaurer dans l'autre sens. Pensez au CIDELA si vous avez des questions dans vos projets, peut-être pas toujours de réponse dans les médias, mais vos préoccupations, vos questions sont une donnée d'entrée essentielle pour construire les outils ou la communication les plus adaptés à vos enjeux. Le CIDELA, c'est un outil au service des communes. L'objectif de ce webinaire, vous partagez les éléments de base sur les acteurs du système et de fonctionnement, nos actions sur le terrain à ce jour et quelques clés de compréhension sur les enjeux qui sont devant nous. Donc, première partie sur les réseaux. Donc, travaux sur les réseaux électriques, c'est la compétence et les actions historiques du CIDELA dans nos communes. Les activités du CIDELA et d'Enedis génèrent souvent de nombreuses interrogations sur le rôle de chacun. Il y a besoin de clarifier les rôles d'Enedis et du CIDELA, donc ce n'est pas une concurrence entre les deux. Le CIDELA est l'autorité concédante, collectivité propriétaire des réseaux de distribution publique. Enedis est le gestionnaire du réseau. Il exploite au quotidien le réseau dans le cadre d'un contrat de concession. Le CIDELA peut donc être votre interface entre le gestionnaire de réseau en cas de litige,
mais le CIDELA est également garant du service public de la distribution et des intérêts collectifs, du bien commun des réseaux, ce qui explique notre rôle sur le guichet unique pour traiter les demandes d'urbanisme de vos collectivités. Comme vous le verrez, le CIDELA a conservé une part de maîtrise d'ouvrage sur les réseaux, particulièrement en zone rurale. Et c'est souvent là, sur le terrain, que vous connaissez le mieux l'action du CIDELA. Depuis 2019, pour améliorer le suivi des travaux, nous avons d'ailleurs accès à un outil CIDEPRO, donc pour suivre l'ensemble des travaux dans vos communes. N'hésitez pas à utiliser CIDEPRO. Au-delà du seul périmètre de vos communes, ce webinaire vous permettra de mesurer l'activité du CIDELA sur l'ensemble du territoire. Vous verrez en particulier comment et à quelle hauteur le CIDELA contribue à l'activité économique sur nos territoires. Enfin, il est important de rappeler que l'activité autour de la réalisation des travaux et du guichet urbanisme, c'est le travail quotidien de 15 personnes, plus 5 personnes du guichet urbanisme, plus l'ensemble des fonctions support qui contribuent à la bonne marge des actions réalisées. Cela représente environ un tiers des effectifs du syndicat. Donc, je vais passer maintenant la parole à Dominique, vice-président chargé des finances. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme introduit par Jean-Pierre, les réseaux électriques sont également et naturellement un sujet majeur pour les finances du syndicat et plus largement pour son modèle économique d'outils de mutualisation des communes. C'est donc aussi un sujet important pour nous dans nos communes. Sans notre regroupement, au-delà de l'équilibre dans la relation avec le gestionnaire de réseau évoqué par Jean-Pierre, l'action propre de chaque commune ne permettrait pas de mettre en œuvre de tels volumes d'investissement, ni de mobiliser le fonds de mutualisation que sont la redevance d'investissement ou encore le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale qui représentent respectivement de l'ordre de 1 million d'euros à 5,5 millions d'euros pour l'année 2019. À titre d'illustration, pour le compte administratif 2019, les investissements sur les réseaux électriques réalisés par le CIDELA se montent à 18,6 millions d'euros TTC, soit 60% des 30 millions d'euros d'investissements réalisés sous maîtrise d'ouvrage du CIDELA sur les réseaux électriques, d'éclairage public et de télécommunications. Et par rapport au compte administratif détaillé dans le rapport d'activité, ces 18,6 millions d'euros représentent plus de 36% des dépenses totales du syndicat en 2019. Pour reprendre les propos de Jean-Pierre, 30 millions de travaux par an sur l'ensemble du territoire, c'est aussi un enjeu majeur pour les activités économiques de nos entreprises locales. Dans chacune de vos communes, plus concrètement, c'est une participation financière directe du CIDELA à vos travaux d'effacement de réseau ou encore une participation financière du CIDELA pour les raccordements des bâtiments publics ou d'agriculteurs. Mais, en tant qu'élu, vous n'êtes pas simplement usager du réseau public de distribution d'électricité, infrastructure stratégique de l'aménagement de votre territoire, vous en êtes également les propriétaires et garants du service public pour une contribution au CIDELA auquel vous avez confié la compétence. Ce webinaire vous donnera donc les premiers éléments d'explication sur le lien entre ces investissements sur le réseau et la facture des usagers finaux. Pas de miracle, quelqu'un paye. Vous verrez en particulier, dans la dernière partie, comment l'évolution de l'usage des réseaux comme les énergies renouvelables, la mobilité ou l'autoconsommation viennent questionner les perspectives de financement du réseau public. Les réseaux ont besoin de s'adapter à de nouveaux usages, mais ils ont aussi besoin de se renouveler et il est indispensable de maîtriser l'ensemble des investissements associés pour éviter que les factures s'envolent. Le réseau public reste une infrastructure de qualité au service de l'aménagement et de la solidarité entre nos territoires. Et les élus locaux que nous sommes avons une responsabilité importante
sur son devenir dans cette période de transition énergétique. On va donc maintenant laisser la parole au service pour entrer dans le vif du sujet sur ce webinaire en 3 parties. Oui, merci. Merci pour cette introduction et ces problématiques posées. Donc, un point sur les intervenants qui vont se succéder pendant ce webinaire. Donc, moi-même, sur la partie introductive qui vous donnera quelques connaissances de base sur le réseau électrique et son écosystème. Ensuite, Luc Giraudot me succédera pour parler des activités du CIDELA de manière plus précise, donc les actions aux côtés des collectivités, et Gauthier Moreau sur la partie 3, sur les perspectives du CIDELA, les smart grids. Voilà, vous avez donc ces 3 parties. Je propose donc de démarrer par quelques notions de base pour que tout un chacun ait un socle de connaissances communes et des éléments de langage. Bien, mais je vous propose un petit point sur l'histoire. En fait, vous verrez donc un coup d'œil sur l'histoire du CIDELA au sein de l'histoire de l'électrification rurale en France avec quelques dates clés. Je vous propose sans plus tarder de visionner un petit film et puis je vous retrouve après. En 1906, les communes sont à la fois en charge et garantes du service public de l'électricité, autorité organisatrice de la distribution d'électricité et propriétaires de leur réseau. Pour déployer les réseaux d'électricité auprès de l'ensemble des citoyens des villes et des campagnes, les communes mutualisent leurs ressources et leurs compétences. C'est ainsi qu'elles se sont regroupées pour créer le CIDELA, le syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique. Sa mission ? Apporter de l'électricité sur l'ensemble du territoire, en particulier les zones rurales. En 1946, la gestion et l'exploitation sont déléguées à l'échelon national par l'État à EDF. À partir des années 2000, le système énergétique commence à s'ouvrir à la concurrence et la notion de transition énergétique apparaît. Le système énergétique se décentralise et les collectivités reprennent progressivement leur rôle d'acteurs locaux du système énergétique avec un enjeu clair, maîtriser les consommations et produire local et durable. Tout cela prend une nouvelle dimension en 2015 avec l'évolution du contexte législatif. Une nouvelle loi relative à la transition énergétique fixe des objectifs nationaux et donne aux communes les outils pour mener leur politique énergétique locale. Véritable outil de mutualisation des communes depuis 75 ans, le CIDELA les accompagne vers la transition énergétique avec des objectifs ambitieux. Consommer moins et local, produire local et durable, et mettre les réseaux d'énergie au service des politiques énergétiques locales. Aujourd'hui, le CIDELA accompagne plus de 180 communes adhérentes sur l'ensemble du territoire, avec 4 grands domaines d'activité. Les infrastructures réseau, les énergies maîtrisées, les énergies renouvelables et les mobilités durables. Des compétences mutualisées et en évolution permanente pour s'adapter à tous les nouveaux enjeux de l'énergie en Loire-Atlantique, avec une grande ambition. Accompagner les collectivités à consommer moins et local, et produire localement et durablement. Alors, un petit détour suite à ce film qui vous donne des éléments de contexte. Avant de passer sur les segments de marché, voilà, je voulais vous projeter une petite frise chronologique avec, dans les dates en violet, c'est plutôt les grandes dates clés au niveau de l'histoire de l'électrification rurale, des grandes étapes, et puis en bleu, plutôt les dates qui relèvent donc des événements côté CIDELA. Peut-être quelques dates clés uniquement, et puis vous aurez de toute façon le support et vous pourrez regarder plus précisément ces différentes étapes qui ont bouleversé le paysage électrique français. Donc 1906, c'est la date à laquelle la distribution d'électricité est une concession de service public de compétence communale. Et 1946, c'est la loi de nationalisation de l'électricité avec un monopole d'EDF qui succède à une mosaïque de plus d'un millier de concessionnaires privés.
Eh bien, ensuite, on peut aussi citer peut-être la loi de 2000 qui va commencer à ouvrir du coup la concurrence des segments du marché. On le verra par la suite, production et la commercialisation de l'électricité. Côté SIDELA, peut-être un point important, c'est 94, la date de signature du contrat de concession qui est en cours jusqu'en 2024. Et puis progressivement, effectivement, des compétences qui s'élargissent, notamment en 2005 avec la maîtrise d'ouvrage éclairage public, gaz, télécom et pour les énergies nouvelles. Et puis progressivement, à partir de 2008, une offre de service qui se complète. Et également aussi 2013, l'entente Pays de la Loire qui se constitue entre AODE, donc Pays de la Loire. Peut-être donc enchaîner, donc une fois qu'on a balayé assez rapidement effectivement le paysage et l'évolution historique avec les principales dates clés, on va regarder le réseau électrique en France. Donc c'est vraiment des notions très très simples, mais qu'il faut avoir en tête. Le segment, il y a 4 segments de marché dans le réseau au niveau de l'électricité, donc réseau électrique en France. Il y a le segment de la production, du transport acheminement, de la distribution et de la fourniture-vente. Ces 4 segments, peut-être avant de passer à l'aspect régulation et dérégulation qui est importante, vous commentez très brièvement le bloc diagramme qui se trouve ici, qui présente de manière schématique et simplifiée la production qui peut être le fait de centrales nucléaires, hydrauliques, éoliennes, etc. Le transport avec les réseaux de très haute tension et haute tension et la distribution, donc qui nous occupe au premier chef, évidemment au niveau du SIDELA avec Enedis et au niveau du réseau moyenne tension et basse tension, jusqu'à arriver à alimenter nos maisons, nos appartements. Des marchés régulés ou dérégulés. Donc un mot rapidement pour dire que, comme je vous le disais précédemment, en 2000, il y a eu une ouverture à la concurrence sur 2 segments, la production et la fourniture-vente. Les 2 autres segments qui sont aujourd'hui en situation de monopole, c'est le transport et donc de régulation au niveau national, c'est le transport et la distribution. Au niveau de la production, donc vous avez quelques acteurs nationaux qui s'affichent ici. Au niveau du transport, c'est RTE qui est à la manette. Enedis et le SIDELA qui sont en contrat de concession. Donc le SIDELA qui confie l'exploitation de son réseau à Enedis via donc, le contrat de concession et fourniture-vente. Il y a une multitude d'acteurs qui sont sur le marché puisque c'est un marché donc concurrentiel. Voilà. Alors, bien évidemment, sur les 2 segments qui sont aujourd'hui régulés en situation de monopole, nous avons un arbitre national, c'est la CRE, donc la Commission de régulation de l'énergie, et qui fixe notamment le TURP, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Nous y reviendrons plus tard. Voilà, une fois que cette photo elle est faite, peut-être rappeler encore qu'évidemment dans le paysage, c'est évident, il y a des lignes à haute tension et c'est ce qu'on appelle vulgairement des autoroutes de l'énergie, c'est le domaine de RTE. Quant à la distribution qui nous occupe ici, ce sont ce qu'on appelle communément aussi les routes départementales et communales de l'énergie, de manière simplifiée. Et on a donc 2 acteurs, le SIDELA qui est autorité concédante propriétaire des réseaux, ça a été rappelé en introduction, et Enedis qui gère et exploite le réseau. Voilà, et à travers donc, des relations qui sont contractuelles, donc à travers un contrat de concession. Ceci étant dit, peut-être donc rappeler aussi le panorama des différents acteurs, des forces en présence. Donc elles ont plusieurs fonctions. Alors je vais commencer bien évidemment par l'AODE SIDELA, qui a également un échelon au niveau de la région Pays de la Loire, c'est le pôle l'entente Pays de la Loire, et qui est représenté par la Fédération nationale, la FNCCR. France urbaine qui représente plutôt les métropoles, les agglomérations urbaines importantes du pays et qui sont donc représentées par France urbaine, FNCCR plutôt les autorités concédantes comme le SIDELA. Donc, il y a également donc évidemment les associations qui sont au niveau national ou plus local. Donc, je vous ai cité 3 grandes associations, ESPUL, Amorce. Puis il y a bien sûr d'autres associations citoyennes et puis d'autres courants. Voilà, elles ont une fonction donc plutôt de lobby.
La commission de régulation de l'énergie, je l'ai cité tout à l'heure, qui a une fonction donc, de régulation, comme le titre le comporte. Donc c'est important puisqu'on est en situation, comme je vous le disais, de monopole. Bien sûr, les acteurs dans le transport, on l'a vu, RTE, distributeurs, Enedis, et puis une multitude de fournisseurs, ils sont plus d'une quarantaine aujourd'hui. Enedis au niveau des distributeurs, donc il y a quelques ELD, mais Enedis représente à peu près 95% du marché, enfin du marché si je puis dire. Voilà. Médiateur national de l'énergie, ben, oui, alors ça c'est plutôt un acteur qui va avoir un rôle de relais en fait entre le citoyen et les différents acteurs et les consommateurs. Voilà. Donc sachant que le paysage des fournisseurs est assez touffu, est assez dense. Et puis, bien sûr, le ministère de la Transition écologique à travers ses différentes directions, comme la Direction générale de l'énergie et du climat. Voilà, donc pour vous donner une photo, il y a pas mal d'acteurs, des niveaux différents, hein, le national, local, régional, et plusieurs fonctions donc, pour ces acteurs. Alors, un petit point, bien évidemment, sur la production d'électricité. Donc, c'est pas, je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas plein de chiffres, mais quelques-uns seulement aussi pour un petit peu poser le cadre. Donc, au niveau de la production totale d'électricité en France, il s'agit de chiffres de 2019, on est à 537 TWh. Alors, cette production, elle est issue à 70% du parc nucléaire et puis 20% à peu près d'énergie électrique est fournie par les énergies renouvelables. Bien entendu, ce pourcentage il est plutôt en hausse côté énergie renouvelable. Et ces données, elles sont issues du bilan électrique RTE 2019 et du rapport de la CRE 2019 que je vous invite à consulter si vous voulez en savoir plus. Peut-être aussi retenir, mais on y reviendra, que sur le site de RTE, je vous en reparlerai, mais vous pouvez suivre en temps réel, donc c'est intéressant, hein, suivre en temps réel les échanges d'électricité pour maintenir toujours le P égale C, donc production égale consommation, vous le verrez tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu un panorama assez rapide sur la production d'électricité, on va regarder ce qui se passe côté consommation. Et sur le volet consommation, donc, vous avez la répartition par secteur, avec 47% qui est le fait des entreprises et des professionnels, ce qui indique donc que la fluctuation de la consommation d'électricité est liée à la conjoncture économique. Sur le volet consommation, donc sur la répartition par secteur, vous avez 36% en résidentiel et 17% de la grande industrie. Alors, au niveau des tendances, donc peut-être aussi, avant de parler des tendances au niveau de l'évolution de la consommation, vous dire que des grands paramètres, évidemment, impactent fortement la consommation d'électricité. Il s'agit bien évidemment de la météo, de l'activité économique, j'en ai un peu parlé à l'instant, et puis des tarifs préférentiels et aussi des campagnes d'information qui vont inciter à la maîtrise de la consommation énergétique. Donc, c'est important aussi, on est dans ce mouvement de consomme-acteur, hein, c'est-à-dire de responsabiliser aussi tout citoyen, tout acteur qui va consommer donc, de l'électricité, en particulier dans un contexte où la météo est pas très clémente comme aujourd'hui, et où il y a des consignes ou des invitations de RTE notamment dans l'actualité, hein, c'est l'actualité de ce matin, de réduire tant soit peu la consommation électrique pour ne pas surcharger le réseau. Voilà, alors dans les tendances au niveau de la consommation d'électricité, ce qu'on observe, c'est plutôt une baisse de la consommation sur les réseaux. Alors, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'application de directives et de réglementations thermiques. Elle est liée aussi au ralentissement de la croissance du parc de nouveaux bâtiments chauffés à l'électricité, avec notamment l'application de l'ART 2012. Et puis, on est aussi, donc évidemment, cette légère baisse, elle interpelle, puisqu'on est quand même aussi parallèlement sur une augmentation de l'utilisation d'appareils électriques divers et variés. Mais voilà, on observe cette légère baisse. Et d'un autre côté aussi, sur le pan de l'industrie, on est sur une baisse de la consommation d'électricité de la grande industrie due à une moindre activité de cette grande industrie. Peut-être pour finir sur cet aspect, vous avez donc le chiffre de la consommation qui est à 473 TWh. Donc des incertitudes à venir. On regarde des nouveaux usages.
voilà, je ne vous apprendrai rien sur l'électromobilité et puis sur les évolutions réglementaires, les incitations financières qui peuvent accompagner donc, ces nouveaux usages s'ils répondent à un besoin de nos citoyens. Voilà. Alors, sur l'aspect production et la consommation, donc, ce qui était intéressant, l'objet de cette diapo, c'était de vous montrer un petit peu l'activité, notamment l'activité de RTE qui consiste à bien caler la consommation aux prédictions. La consommation et la production par le biais des prédictions, donc des prévisions. Et vous voyez que ces courbes se superposent parfaitement et qu'il y a des corrections. Alors, il faut savoir aussi que les réseaux sont bien évidemment interconnectés à l'échelle européenne et que s'il y a besoin de faire appel à de la production espagnole, production solaire espagnole par exemple, on y fait appel. Mais il y a toujours un équilibre donc à maintenir en temps réel. Si vous voulez plus précisément du coup sentir cet exercice-là sans forcément visiter des centres de pilotage de ces charges, je vous invite à regarder l'application de RTE, donc Eco2Mix, qui vous permettra de voir en temps réel la consommation et la production. Voilà, donc c'est effectivement un équilibre à maintenir. Alors vous avez la décomposition donc, de la facture d'électricité qui est la suivante. Dans notre exemple, on a pris un client qui est abonné à 9 kVA, donc c'est sa puissance souscrite. La puissance souscrite que le compteur peut lui délivrer. Évidemment, cette puissance souscrite, plus elle est élevée et plus l'abonnement sera élevé. Alors, elle est assortie évidemment aussi d'options éventuelles de type Heure-pleine, Heure-creuse que vous connaissez bien. Et ce client 9 kVA, il habite plutôt un appartement de 70 mètres carrés chauffé à l'électrique ou bien une maison un peu plus grande qui ne serait pas chauffée à l'électrique. Donc, ça nous amène à une consommation moyenne d'environ 8500 kWh et il va payer du coup 1463 € TTC par an. Alors, sur ces 1463 €, il va devoir payer, donc sur cette somme, comment elle est décomposée? Eh bien, il y a 526 € qui va revenir à la fiscalité, donc à des taxes diverses et variées, dont les taxes locales qui vont nous intéresser évidemment dans le volet recettes du syndicat que vous verrez tout à l'heure. Sur ces 1463 €, il y a également 557 € qui est lié à la fourniture d'électricité, donc qui va alimenter à la fois le côté production, les producteurs, et puis l'activité de commercialisation, donc vers les consommateurs finaux. Et puis la partie aussi acheminement qui se monte à 380 € et qui représente le TURP. Donc, le TURP, c'est le tarif d'utilisation du réseau public de distribution électrique. Alors, le TURP, il repose sur deux principes fondamentaux qui sont une tarification unique d'accès au réseau, c'est-à-dire quelle que soit la distance parcourue par l'énergie électrique, c'est le principe du timbre-poste, il s'applique à l'ensemble des utilisateurs en tout point du territoire, que nous habitions en Corse ou que nous habitions à Nantes. Voilà, donc ces quelques éléments de base sur la facture nous amènent à nous intéresser aux recettes du syndicat et vous voyez, dans la décomposition des recettes du syndicat, il y a une part importante de la TCCFE. Donc, qu'est-ce que la TCCFE? Donc, 32% des recettes du syndicat, c'est des chiffres de 2019. C'est la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Alors, elle est perçue sur la facture des usagers, vous l'avez vu à l'instant, et via les communes, donc le syndicat les perçoit pour mutualiser ces fonds et en contrepartie, bien évidemment, proposer des actions, des activités qui vont permettre notamment d'entretenir, renouveler le réseau, effectuer des travaux. Nous le verrons en détail tout à l'heure. Il y a aussi une autre part qui est importante à noter, qui correspond aux dotations FACÉ. Qu'est-ce que le FACÉ? Donc, on est à 9%, 5,4 millions, sur un budget donc, de 58 millions, enfin des recettes qui représentent 58,5 millions d'euros. Le FACÉ, c'est le Fonds d'amortissement des charges d'électricité qui a été créé en 1936 et qui varie, mais qui sert donc essentiellement à entretenir, à renouveler le réseau en milieu rural.
Nous avons également les redevances de la concession, donc liées à l'activité d'exploitation du réseau et la concession dont l'exploitation est confiée à Enedis, donc qui représente une part équivalente à 5% à peu près des recettes. Et la contribution Enedis au titre des effacements des réseaux. Alors, les effacements de réseaux, on les verra un peu en détail, hein, c'est l'enfouissement de tous les réseaux électriques, télécoms, ICE, voilà. Transition énergétique, une faible part. Voilà, je ne vais pas détailler tous les postes, mais voilà, c'était pour vous donner un éclairage et faire le lien avec la facture payée par l'usager. Nous en avons fini de cette première partie. J'ai balayé, voilà, je vous ai donné quelques éléments de base. Bonjour à tous. Je vais beaucoup vous parler de ce qui se passe un petit peu et des actions qui sont entreprises à vos côtés aujourd'hui dans le cadre du déploiement des réseaux électriques. Donc, le SIDELA est une AODE. Donc, une AODE, c'est une autorité organisatrice de la distribution d'électricité. Ça a été dit tout à l'heure, mais c'est peut-être pas évident aussi à retenir. Donc, c'est le terme qui est souvent employé. L'objectif de l'AODE, c'est de pouvoir organiser la distribution d'électricité. Ça a été dit dans la slide juste avant et ça a été rappelé dans les discussions que Gauthier vient d'évoquer. Le SIDELA est donc propriétaire des réseaux électriques. L'exploitation a été confiée à Enedis. Et du coup, dans le contrat de concession, il y a un partage des travaux entre le concessionnaire et Enedis et le SIDELA. La carte qui est représentée et que vous voyez représente du coup les 180 communes aujourd'hui qui sont sur le périmètre du SIDELA. Et sur l'ensemble de la carte qui est présentée, donc c'est le département du 44, il y a 6 AODE aujourd'hui. Donc il y a le périmètre qui est en gris, c'est le SIDELA. Il y a Nantes, la commune de Nantes, la commune de Rezé, la commune de Indre, la commune de La Baule et la commune du Croisic, qui est aussi une autre AODE indépendante. Ensuite, depuis que le SIDELA a été créé, les investissements ont toujours été partagés dans le cadre du contrat de concession entre le SIDELA et Enedis. La connaissance et la mise en œuvre des travaux sur le territoire par le SIDELA a toujours permis d'investir là où le besoin s'en fait vraiment sentir. C'est un intérêt qui est significatif et qui permet du coup de dynamiser les investissements. Ça permet aussi, dans un autre temps, d'avoir une bonne connaissance du territoire et de lancer en parallèle de ces actions-là et de la connaissance du territoire des programmes communs et pluriannuels en partenariat avec Enedis toujours. Et ces actions-là ont pour but de pouvoir engager les réformes nécessaires à la transition énergétique et sa mise en œuvre. Quelques actions qui sont réalisées au quotidien aujourd'hui. On mutualise aujourd'hui les coûts de tranchée. Je parle uniquement des opérations, bien sûr, sous maîtrise d'ouvrage du SIDELA. Je ne parle pas de celles qui sont faites par Enedis, mais le SIDELA mutualise les tranchées, notamment les tranchées électriques, éclairage et télécom, dans le cadre des effacements de réseau, mais aussi dans le cadre de tout type de raccordement qui peut être amené à être réalisé sur le territoire. L'objectif, c'est de pouvoir faire financer une tranchée principale qui est principalement la tranchée électrique. Sur cette tranchée électrique, le SIDELA, du coup, apporte des aides et on pose en parallèle des réseaux électriques, les réseaux d'éclairage public et télécom. Et la pose de ces réseaux peut amener un coût, mais la partie tranchée est bien sûr prise en charge initialement par le SIDELA. Donc, c'est quand même quelque chose qui est plutôt attractif. Le SIDELA aussi apporte des aides spécifiques aujourd'hui dans le cadre des déploiements des bâtiments agricoles et des équipements publics. Donc, c'est des règles un peu spécifiques. Et puis aussi, le SIDELA a mis en place et administre du coup le guichet unique, mais qu'on parlera un peu plus tard, juste après. Voilà, donc c'est ce fameux guichet unique sur lequel le SIDELA et Enedis sont partenaires. Voilà. Toutes ces actions ont pour but d'alimenter l'amélioration du réseau existant et le déploiement de nouveaux réseaux. Voilà. Donc, la qualité du réseau électrique, aujourd'hui, elle est primordiale dans les enjeux. Vous l'avez compris, puis vous le savez très bien au quotidien dans vos collectivités. Donc, aujourd'hui, il y a des grandes actions qui vont nous permettre d'agir sur la qualité du réseau. La qualité du réseau, elle évolue en fonction du nombre de consommation, du nombre de consommateurs et du nombre de producteurs. Et ça influe, du coup, directement sur la qualité d'alimentation. Elle évolue également en fonction du nombre d'incidents dans le cadre des travaux sur le réseau.
et le nombre de travaux, enfin d'incidents et de travaux sur les réseaux, pardon, excusez-moi. Et du coup, ça a pour but, ça génère du coup une problématique sur la continuité d'alimentation. Vous avez sur la carte qui est jointe du coup à cette slide les temps de coupure. C'est ce qui est mesuré dans le cadre par notre exploitant aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui que les incidences sur réseau, elles sont principalement importantes, enfin elles sont plus importantes sur le secteur nord du département que sur le secteur sud. Et vous avez du coup le temps de coupure en minutes durant la période 2015 et 2019 qui ont été générés. Vous voyez que certaines communes ont été particulièrement touchées par ces délais de coupure. C'est ce qui est mesuré dans le contrat de concession aujourd'hui. Alors, un petit zoom sur la spécificité des réseaux dits qualité et autres dossiers dits de raccordement. Donc, on a aujourd'hui, le CIDELA intervient dans le cadre de la sécurisation des réseaux électriques. Et l'objectif, c'est de tout simplement remplacer les fils nus qui sont en place. C'est dans ce cadre-là que les travaux de sécurisation sont réalisés. On remplace les fils nus vétustes par de nouveaux réseaux, alors en aérien ou des fois en souterrain. Vous avez donc la carte qui est donc juste à côté de l'image et de l'explication de texte qui est donnée, qui donne du coup le nombre de dossiers qui sont traités. On voit toujours qu'il y a plus de réseaux nus et sensibles, principalement dans le nord du département, et c'est plus là que les interventions sont faites et que les engagements sont faits. Donc vous avez les quantités de dossiers et les montants investis par le CIDELA. Sur l'année 2019, bien sûr, on est toujours sur le même périmètre de l'année 2019, puisque on est tout début d'année 2021, les chiffres 2020 ne sont pas encore consolidés. On a ensuite les travaux de renforcement du réseau électrique, et vous avez du coup toujours la carte qui est jointe suivant le même principe que précédemment. Les travaux de renforcement sur le réseau électrique sont principalement des réseaux qui ont pour but de maintenir la tension au niveau du réseau. La tension, basse tension principalement, donc 230 volts en monophasé et 430 en triphasé. Vous avez la carte qui est associée du coup à ces travaux de renforcement, et on voit que principalement, on est toujours dans le même périmètre, et c'est pratiquement maintenant sur le nord du département, nord-nord-est. Ça fait les intercommunalités Compas et Castelbriantais-Derval, qui sont les principales collectivités touchées par ces dossiers de renforcement. Donc vous avez aussi, pareil, le nombre de dossiers engagés en 2019 et les montants qui ont été engagés sur ces actions-là. Alors là, on touche un autre domaine, mais qui est assez lié aussi, parce que ça participe, puisque les travaux d'enfouissement et d'effacement coordonné participent à la dynamisation et à la qualité du coup, de la desserte en électricité. Vous avez donc les effacements coordonnés qui reprennent du coup, qui permettent du coup l'enfouissement des réseaux électriques, mais également l'enfouissement des réseaux d'éclairage public et des infrastructures de communication électronique qui sont du coup associées à ces ouvrages. Donc on enfouit bien sûr les réseaux dans leur complétude. On n'enfouit jamais un réseau électrique sans enfouir les réseaux télécoms et éclairage qui sont associés. Vous avez du coup, pareil, même principe, la carte qui là est plus disparate puisque tout le monde réalise des demandes dans le cadre de ces enfouissements coordonnés, et donc du coup c'est plus disparate en termes de représentation graphique sur le territoire. Voilà. Un petit diagramme pour expliquer un petit peu tout ça financièrement. Vous avez donc du coup dans les colonnes les années 2015 à 2019, celles qu'on a évoquées précédemment, en nombre de dossiers aussi. Vous avez les montants engagés. Du coup, vous avez, ce sont des montants qui sont représentatifs. Donc, vous avez 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Ces montants financiers montrent en bleu, du coup, les montants investis directement par le CIDELA. Donc, en bleu, vous avez les montants investis par le CIDELA, et en orange, les montants investis par la collectivité. Et en effacement de réseau, c'est à 100% la commune qui investit dans le cadre des effacements de réseau. Donc, vous voyez, vous avez la répartition des coûts, renforcement et sécurisation sur les opérations qualité et investissement par le CIDELA, et en effacement, un investissement partagé par le CIDELA et les communes. Et vous avez, pareil, en bas de la slide, du coup, les travaux et les volumes réalisés entre 2015 et 2019. Donc, 435 km de réseau aérien effacé durant cette période-là, et ce qui comprend dont donc un certain nombre de réseaux qui étaient des réseaux en fil nu principalement, donc 243 km. Alors,
Là, on a fait plutôt un zoom sur la partie qualité et on va plutôt faire un zoom sur la partie liée à la dynamisation du territoire et donc à tous les nouveaux raccordements. On a aujourd'hui, du coup, mis en place, comme je vous l'ai dit précédemment, un guichet unique qui a pour but de répondre en partenariat avec Enedis à l'ensemble des dossiers d'urbanisme. Vous avez, du coup, sur la slide, un affichage nombre de dossiers. On voit que la dynamisation du nombre de dossiers est assez importante de manière uniforme sur le département, mais il y a un axe prépondérant quand même sur l'ouest du territoire, où il y a un développement économique dans le cadre des nouveaux raccordements qui est un peu plus important. Donc, ça représente quand même 9300 dossiers qui ont été instruits au CIDELA cette année. L'évolution est à peu près constante. Il n'y a pas, depuis 2016, on note une demande, un certain nombre de demandes qui est à peu près constante sur le territoire. Aujourd'hui, on est entre 8500 et 9500 demandes. Donc 86% des projets aujourd'hui qui ont été faits, on part toujours sur la base de 2019, concernent du coup des constructions et de la réhabilitation de logements. Les autres pourcentages, donc les 14% manquants, sont des raccordements pour des constructions industrielles, tertiaires, des bâtiments agricoles éventuellement, ou bien des demandes de bâtiments publics. Et sur l'ensemble de ces demandes, sont à 75% pour des simples branchements. Donc en fait, on ne réalise aujourd'hui en extension que 25% des demandes. Concernant la mise en œuvre et la mise en place du guichet, donc ce fameux guichet unique qui a été mis en place et qui capte du coup l'ensemble des demandes, on a mis en œuvre ces éléments, enfin ce guichet unique en quelque sorte, afin de répondre à la demande de beaucoup de collectivités et de centraliser, d'uniformiser les réponses qui étaient faites. En fait, en amont de ce guichet unique, des demandes arrivaient au CIDELA, certaines demandes arrivaient à Enedis, et il y avait des réponses qui pouvaient être différées ou différentes dans certains cas, et il n'y avait pas d'éléments chiffrés. Aujourd'hui, le CIDELA chiffre les demandes d'urbanisme, en CU, il y en a eu. Alors, or, les permis d'aménager, qui sont des configurations un peu spécifiques, mais ça représente une goutte d'eau par rapport au nombre de dossiers qui sont estimés aujourd'hui. Donc, le CIDELA chiffre toutes les opérations qui sont sous sa maîtrise d'ouvrage, et ça garantit quand même une uniformité des actions techniques en partenariat avec Enedis. Il y a aussi un respect qui est important et qu'on ne voit pas forcément, mais qui est le respect de la maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, ça nous permet quand même d'avoir des réponses qui sont plus ciblées et de pouvoir, du coup, avoir en amont l'information et que vous, en tant que collectivité, puissiez avoir l'information de savoir qui va réaliser les travaux. Ce n'est pas encore dans la majorité des cas, mais on est en train de travailler sur le sujet et c'est des objectifs qui sont aujourd'hui encore à construire. L'objectif, c'est que demain, à terme, vous ayez vraiment cette vision complète. On est aussi un relais des collectivités en termes de viabilisation, puisque ça permet du coup de pouvoir anticiper pas mal de demandes et de pouvoir dynamiser peut-être demain le développement des ouvrages électriques sur le territoire, afin du coup de permettre et d'anticiper les renforcements qui pourraient être à prendre en compte. Voilà. Donc, cette réponse, ce qui est important dans ce qu'on voulait communiquer, c'est que cette réponse, elle est unique et le message et la réponse qui est apportée, elle est toujours partagée avec Enedis. Voilà. Quand le CIDELA vous apporte une réponse, elle est toujours partagée avec Enedis et ça, c'est important. Concernant les alimentations électriques, donc là, on rentre directement dans le vif du sujet, ça concerne les raccordements au réseau. Vous avez du coup les engagements sur la carte qui est représentée en 2019 et le nombre de dossiers correspondants. Donc là, on est bien sur les travaux d'alimentation qui permettent de se raccorder au réseau de distribution publique. Donc, pour imager la situation, 100% des raccordements qui sont demandés aujourd'hui ont un branchement. Il n'y a pas de raccordement au réseau sans branchement. Donc 100% des dossiers ont un branchement. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure en vous affichant les chiffres, 25% de ces dossiers nécessitent une extension. On a affiché que 75% sont des branchements seuls, et donc 25% nécessitent une extension. Et sur ces extensions, environ 10% des 25% nécessitent en général des travaux de renforcement complémentaires.
Donc c'est infime, mais ça représente quand même un petit pourcentage, grosso modo, si on fait les calculs. Si on prend 10% de 25%, ça fait 2,5% des opérations en général, découle un renforcement de réseau. Quand on va un petit peu plus loin, quand on parle des chiffres qui sont dans l'encadré violet, quand on affiche 368 dossiers, c'est bien 368 dossiers d'extension. Voilà. Et le montant qui est affiché, c'est uniquement le montant des extensions électriques concernées, donc 4,6 millions d'euros. Concernant l'alimentation électrique, on a, et pour parler de l'urbanisme, en faisant un zoom, on sait que lors de la création de nouvelles parcelles, il peut y avoir des demandes spécifiques pour que les collectivités puissent répercuter les montants financiers à un tiers, par exemple. Il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Et aujourd'hui, le CIDELA est plutôt dans le respect de la préconisation qui sont faites, enfin, qui est fait de la préconisation ou des préconisations qui est faite par la DDTM et qui précise que les contributions doivent être payées par la collectivité aujourd'hui. Et qu'ensuite, charge à elle de réguler éventuellement cette charge par le biais de la taxe d'aménagement. Voilà. Donc, il faut qu'on soit vigilant sur les équipements propres et sur les actions qui sont entreprises liées à ces demandes qui peuvent évoluer, et que les solutions qui sont portées vers la collectivité doivent être, en principe, et en grande majorité, portées par la collectivité. On est bien conscient, et les élus du CIDELA sont bien conscients de cette difficulté, et en 2021, je sais que les élus ont pour but de regarder et d'analyser à nouveau cette problématique. Et à ce moment-là, on reviendra vers vous pour vous faire part des orientations qui sont prises dans ce cadre-là. Mais effectivement, les problématiques de remboursement, c'est toujours une difficulté. Pour aller au bout de cette présentation, vous pouvez toujours contacter, vous avez un certain nombre d'interlocuteurs qui vous permettent du coup de répondre facilement à toutes vos demandes. Vous avez donc Delphine Civelle, qui est donc la responsable du service urbanisme, que vous pouvez contacter. Vous avez également les deux responsables de secteur aujourd'hui, donc Nicolas Charbonnier et David Duros. Et vous avez du coup leurs coordonnées qui s'affichent, mais elles vous seront transmises dans le cadre de la transmission du PowerPoint. Du coup, la dernière partie, c'est finalement dresser un peu quelques éléments de perspective et de conclusion. Donc, pour commencer, je vais vous proposer un film qui présente un petit peu les enjeux, puis après, on essaiera de rendre ça un tout petit peu plus concret. En France, le schéma électrique est le suivant. Certains produisent l'électricité, RTE la transporte pour assurer les équilibres nationaux, d'autres la distribuent à une échelle locale, et enfin, il y a ceux qui la fournissent aux consommateurs. Le réseau de distribution appartient aux collectivités. La gestion et l'exploitation de ce réseau sont confiées dans la majorité des cas à Enedis dans le cadre d'un contrat de concession. Un système bien rodé qui permet à tous d'accéder à l'électricité, peu importe l'endroit. Prenons l'exemple de Loïc. Il habite un immeuble en ville. Le réseau passe au pied de l'immeuble et alimente tous les occupants. Anne, elle, exploite une ferme dans un lieu dit. Elle est raccordée à une extrémité du réseau public en zone peu dense. Et pourtant, la part de la facture liée à la distribution est exactement la même pour chacun d'entre eux. C'est le principe de péréquation tarifaire qui assure une égalité d'accès au service public de la distribution d'électricité. Voyons de plus près comment se compose une facture d'électricité. Les kilowattheures consommés rémunèrent fournisseurs et producteurs. Le TURP rémunère le transporteur et le distributeur pour la gestion et l'exploitation du réseau. Dans le dernier tiers, on retrouve plusieurs taxes. La TVA, la CSPE qui permet principalement la péréquation dans les zones insulaires et le soutien au développement des énergies renouvelables, et les taxes locales qui reviennent aux collectivités locales, départements, communes et AOTE. Mais Anne, qui souhaite faire sa part pour la transition énergétique, vient d'installer sur son exploitation des panneaux solaires. Avec d'autres agriculteurs, ils ont également investi dans une station de méthanisation et ont fait installer des éoliennes pour produire une partie de leur énergie et revendre les surplus. Et si on allait plus loin? Et si demain, tous les propriétaires de l'immeuble de Loïc décidaient de faire de même? Si on devenait tous producteurs? Que se passerait-il pour notre système si bien réglé? Eh bien,
L'équilibre du schéma historique de l'électricité risque d'être bousculé. Pour gérer cette nouvelle production diffuse et assurer l'équilibre du réseau, les métiers de l'énergie vont devoir fortement évoluer. Il faudra faire de plus en plus appel aux smart grids, les réseaux intelligents. Si chacun consomme une part de sa propre électricité, que devient la péréquation tarifaire ? Faudra-t-il toujours payer l'utilisation du réseau de manière identique ou en fonction de sa façon de l'utiliser ? Cela amène des questions essentielles sur le financement du réseau. Quels seront les nouveaux modèles économiques ? Comment assurer un financement durable du réseau de distribution publique, infrastructure essentielle pour assurer la complémentarité de toutes ces énergies ? Enfin, quel avenir pour le financement des énergies renouvelables ? Par un mécanisme de soutien nationalisé ? Ou alors en favorisant les circuits courts de l'énergie comme l'autoconsommation ? La décentralisation du modèle énergétique est une question dont il faut se saisir dès maintenant afin d'anticiper ces nombreux changements et permettre aux territoires de réussir leur transition énergétique. Ce qu'il faut retenir de ce film, c'est qu'avec l'arrivée de la notion d'autoconsommation, finalement, je deviens producteur, que ce soit sur ma maison, sur mon immeuble. Je vais avoir une part croissante de mon énergie qui va venir de mon moyen de production ou de ma production locale. Ce faisant, si j'ai une part croissante de mon énergie qui vient de ma production, j'ai une part décroissante de l'énergie qui passe sur le réseau. Et donc, par rapport à ce qu'on a expliqué au tout début sur le TURP, si j'ai moins d'énergie qui passe sur le réseau, j'ai moins de financement sur le réseau. Et du coup, ça pose des questions de comment on finance durablement le réseau dans un système où on a de plus en plus de production décentralisée. Et ça pose la question de comment on finance le réseau dans un monde où il y a de moins en moins de gens qui financent le réseau, possiblement. Donc, ce que je vais vous illustrer là, ça a été vu un petit peu dans le premier webinaire. La question, c'est comment on passe d'une logique centralisée et descendante de l'électricité, qui vous a été présentée par Agnès, des grands moyens de production, pilotables et centralisés, à une logique de plus en plus distribuée. Donc, c'est ce qui a été un peu présenté dans le webinaire précédent aussi également. Donc, voilà, quelques grandes centrales de production pilotées, et du coup, l'usager est plutôt un consommateur et la gouvernance est centralisée. Et puis, aujourd'hui, on a de plus en plus de production répartie avec un pilotage possiblement diffus, et puis des gouvernances qui progressivement se décentralisent tout parti. Et donc, avec toujours le même enjeu qu'au début, c'est-à-dire le réseau, lui, physiquement, il n'a pas changé. Il est nécessaire de maintenir dans le temps et en tout point du réseau un équilibre entre la production et la consommation, parce que sinon, comme chez vous, si vous tirez trop d'électricité sur votre compteur, ça disjoncte. Et bien, à l'échelle de la France, c'est pareil, ça disjoncte, ou par région en tout cas. Donc, s'il y a trop de production à un endroit ou par rapport à la consommation et inversement, voilà, il est nécessaire de maintenir cet équilibre. Et donc, cet équilibre, vous percevez bien qu'avec une logique de décentralisation de la production d'énergie et plus d'acteurs, à la fois des nouveaux usages, la mobilité électrique, les panneaux solaires, tout ça, c'est plus compliqué à établir cet équilibre que quand on avait des grosses centrales à piloter et finalement des comportements qu'on connaît un peu partout sur le territoire. Donc, la première brique de ces réseaux dits intelligents, vous la connaissez tous avec plus ou moins une vision plus ou moins positive, mais c'est le compteur que Enedis a nommé Linky, c'est le compteur communicant, qui est issu finalement de directives européennes et d'un processus législatif français. La solution n'était, en tout cas le moyen Linky, c'est ce que le législateur français a décidé de mettre en place. La directive européenne n'a pas dit il faut déployer des compteurs communicants, elle a dit il faut donner beaucoup plus d'informations aux consommateurs pour qu'ils puissent devenir actifs de sa consommation. Donc en France, le processus législatif du coup a confié à Enedis la responsabilité de déployer un compteur communicant sur l'ensemble des 35 millions de compteurs en France. Donc en Loire-Atlantique, ça devait être mi-2019 et il y avait 171%. Normalement, la fin du déploiement, c'est fin 2021. Suivant le contexte citoyen et politique de la commune, il arrive au syndicat comme à Enedis. Enedis est en première ligne pour répondre à vos questions, de toute façon. Néanmoins, si vous aviez des questions ou si vous souhaitiez des avis complémentaires, il nous arrive également d'accompagner Enedis ou en tout cas de répondre à vos questions, vous, dans les communes. Sur le support suivant, du coup,
il y a beaucoup de questions. On pourrait parler presque 2 heures de Linky avec l'ensemble des questions que ça génère en général. Donc, je vous propose ici une synthèse des quelques questions qui se posent avec des éléments de réponse. Donc, la propriété des compteurs. Donc, la propriété des compteurs, comme c'est souvent dit dans les lettres des détracteurs, c'est bien aux communes et du coup à l'autorité concédante, puisque par transfert de compétences, la propriété a été transférée au CIDELA. Et donc, par contre, c'est le gestionnaire Enedis qui exploite à ses frais et risques dans le cadre du contrat de concession. Donc, s'il y a des soucis, c'est normalement en premier lieu Enedis qui est exposé. Ensuite, sur le sujet des ondes, alors on pourrait en parler très longtemps, et ce n'est pas l'objet là. Dans le support, vous aurez un lien vers l'ensemble de ces rapports pour ceux qui sont les plus curieux, mais retenir que le courant porteur en ligne qui est utilisé dans Linky, c'est ce qui est déjà utilisé pour déclencher les chauffe-eau la nuit, et ça depuis plus de 20 ans. Et puis en termes d'émissions, c'est comparable aux lampes dites fluorocompactes ou aux écrans classiques. Sur les données, qui est aussi un sujet de crispation souvent assez fort, donc ce que de base fait Linky, c'est qu'il relève un index journalier, c'est-à-dire il compte tout ce que vous avez consommé dans la journée. C'est un point de mesure, et ça, il remonte cette donnée de comptage à Enedis, et ça, c'est la donnée de comptage de base. Ensuite, sur le sujet de la courbe de charge, c'est-à-dire l'évolution au pas demi-heure de vos consommations, des consommations des citoyens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la courbe de charge détaillée. Ça, c'est une donnée personnelle qui a un statut vraiment particulier. Et là, il n'y aura aucun usage de ces courbes de charge sans consentement explicite de chaque usager. Le coût, qui est aussi souvent une question, donc c'est environ 130 € par compteur, donc pour un projet de déploiement industriel de l'ordre de 5 milliards. Et du coup, ces 5 milliards, ils sont financés de 2 manières, par des économies que le gestionnaire Enedis va faire sur la relève, ou en tout cas prévoit de faire, et puis effectivement par une partie par la facture des usagers via le TURP. Une question qui revient souvent aussi, c'est est-ce que en tant que commune, je peux m'opposer au déploiement du compteur sur mon territoire? Alors non, enfin, légalement, vous ne pouvez pas. Néanmoins, suivant les situations, enfin, il y a plusieurs communes qui ont été très sollicitées par des citoyens et du coup qui politiquement devaient répondre. Et du coup, il y a des éléments de réponse qu'on peut vous apporter, il y a des expériences partageables pour ouvrir le dialogue avec les administrés et pour sortir un petit peu de cette situation parfois compliquée. Et puis en tant que citoyen, est-ce que je peux m'opposer? Alors légalement, non. Néanmoins, il n'y a rien qui vous empêche de le faire et typiquement, vous pouvez stipuler votre refus que l'agent délégué par Enedis vienne changer le compteur chez vous. Quand le compteur il n'est pas dans votre maison, c'est plus compliqué d'opposer. Néanmoins, il y a des gens qui ont réussi à le faire. La question qui suit, enfin, normalement, Enedis ne force pas la main si vous refusez. En tout cas, c'est le message qui passe à leur prestataire. Mais après, dans la réalité, j'entends parfois des sons de cloche un peu différents. Et par contre, la question qui se posera à l'avenir, une fois que le déploiement sera terminé, c'est au-delà du fait qu'il n'y a rien qui est illégal à s'opposer, ça sera probablement tarifé néanmoins la relève dans l'avenir, mais ça, la commission de régulation, elle n'a pas encore arbitré sur ce sujet-là. Donc, pour essayer de rendre un peu plus concret les questions qui étaient posées dans le film que vous n'avez pas vues, donc je vous prie de m'excuser, on va prendre 2 exemples pour essayer d'illustrer qu'est-ce que ça veut dire les réseaux intelligents, les smart grids, en tout cas avec 2 exemples que j'espère le plus explicite possible. Là, le premier, c'est le CIDELA a mis à une flotte de véhicules de un peu plus de 20 véhicules, et du coup, il y en a plus d'une dizaine qu'on est passé de véhicules thermiques à véhicules électriques. Et qu'est-ce qui se passe quand on met des prises dans le bâtiment? Comment on fait ça? Et puis, un deuxième exemple sur la CAREN dans ses zones d'activité qui veut déployer massivement le photovoltaïque. Donc, concernant le bâtiment, donc, achat de 13 véhicules électriques, on va installer 12 bornes de recharge pour un total de puissance de 144 kVA. Donc, ça, c'est l'unité de puissance de raccordement. Et donc, aujourd'hui, le bâtiment, très concrètement, il a le fil électrique qui nous relie au réseau, sa limite de puissance, c'est 100 kVA, et la puissance souscrite du bâtiment, c'est 91 kVA. Donc, on a deux solutions envisagées. Donc, pour intégrer ça, c'est soit on investit dans le réseau, soit on demande à Enedis de rehausser la puissance, la taille du tuyau qui nous relie au réseau, si j'ose dire,
soit on a une réflexion sur le mode de fonctionnement des recharges. Donc, on va dérouler les deux cas pour vous montrer ce que ça veut dire un petit peu penser différemment demain. Donc, si on avait pris la solution simple, c'est-à-dire je passe d'une puissance de 91 à 144 parce que je veux que toutes mes bornes puissent fonctionner en même temps, possiblement. Parce que là, il n'est pas question de foisonnement s'il y a toutes les voitures qui se branchent. Voilà. Donc, ça aurait conduit à un renforcement du réseau d'environ 14 000 €. Et donc, et à une augmentation de la puissance souscrite sur mon abonnement. Donc, sur le renforcement, c'est un coût qui se rajouterait au niveau de l'investissement. Et sur l'augmentation de la puissance souscrite, c'est un coût qui se rajoute à mes frais de fonctionnement. Dans les deux cas, c'est des coûts qui sont refacturés, l'investissement en particulier, sur le TURP à tous les usagers. Parce que c'est bien un investissement qu'il va falloir rembourser, qu'il va falloir rémunérer. Donc, et sur la solution qu'on a mise en place, donc on a travaillé un tout petit peu sur réfléchir sur les usages et définir une politique de recharge pour éviter de renforcer et éviter d'augmenter la puissance souscrite. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a installé donc 2 bornes sur le parking extérieur, si vous avez l'occasion de venir aussi dès là, et 10 bornes dans le parking souterrain. Donc, ces bornes, elles sont installées, donc ça, c'est juste un plan du sous-sol, donc il n'y a pas les 2 bornes extérieures. Donc, on a mis en place un code couleur avec des bornes dites rapides, les blanches, et des bornes dites lentes, celles qui sont colorées. Et ce qui se passe, c'est qu'on a mis des règles de fonctionnement, c'est-à-dire on a une plateforme informatique qui gère des règles et qui autorise ou n'autorise pas à se recharger. C'est-à-dire on peut se brancher, mais la recharge ne part pas tout de suite. Donc les places blanches sont dites prioritaires. Donc tant qu'il y a de la place par rapport au 91, la puissance souscrite de 91 kVA, eh ben, ça peut se recharger. Et si ça dépasse, ça s'arrête. Et donc les places colorées, après, sont séparées en 3 couleurs. Et typiquement, un cas d'usage, c'est si j'arrive sur le parking, je n'ai pas besoin d'une borne rapide, mais j'ai quand même envie de repartir dans 4 heures avec ma voiture soit chargée, ben, je me gare sur une place de couleur sur laquelle il n'y a pas déjà de voiture. Il y a une répartition des phases, je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, on a mis en place quelque chose qui permet de piloter ça sans jamais dépasser 91 et en répondant aux besoins des usagers. Donc voilà un exemple de mise en place, de mise en œuvre d'un sujet dit bâtiment intelligent ou smart grid ou réseau intelligent qui permet par un petit peu d'automatisme et un petit peu de réflexion, d'éviter un renforcement sur le réseau. Le deuxième cas d'usage, pour ceux qui étaient là au premier webinaire, on en a un tout petit peu parlé, mais pas sous cet aspect-là. Donc la Carène, donc l'intercommunalité de Saint-Nazaire, dans son plan climat, prévoit d'ici 2030 le déploiement de 200 MW crête de photovoltaïque sur l'ensemble de son territoire. C'est énorme comme ambition, enfin, c'est extrêmement ambitieux. Et entre autres choses, dans son gisement, elle a identifié dans les zones industrielles qu'elle a, et elle en a de nombreuses, il y a 80 MW crête qui sont, installables sur les toitures des grandes entreprises, enfin des entreprises, des grandes toitures dans les zones d'activité. Donc là, c'est un cadastre solaire qui a été réalisé à la Carène sur une zone vraiment expérimentale, là c'est dans une zone d'activité. Donc c'est le gisement solaire, la puissance d'énergie solaire qu'on peut capter par toiture. Donc les rouges, c'est celles qui captent beaucoup de puissance solaire, les jaunes un peu moins, et les bleus, on ne développera pas de solaire dessus. Donc au-delà d'identifier le gisement solaire, là, il y a une question qui se pose, très simple. Enfin, très simple. Si je mets du photovoltaïque sur l'ensemble des toitures, qu'est-ce qui se passe pour le réseau? Donc là, donc c'est des données fictives, c'est pour l'exemple, pour expliquer le principe. Donc en jaune, vous avez l'évolution de la production solaire tous les mois. Donc en janvier, il y a moins de soleil qu'en juin, évidemment. Et puis en bleu, je vous ai affiché à quoi pourrait ressembler l'évolution de la capacité du réseau à absorber cette puissance. Le réseau, on en a parlé tout à l'heure, il doit être équilibré entre la production et la consommation. Et du coup, étant donné qu'il y a plus de consommation en général en hiver, il a une capacité qui est supérieure à celle de l'été. Et du coup, ce que peut apparaître très fréquemment, c'est ce qu'on appelle des contraintes. Donc là, ce qui apparaît en jaune, orange, un peu plus foncé, c'est-à-dire, si je mettais tout le photovoltaïque que je souhaitais sur la zone, eh ben, mon réseau, il me dit, ça ne marche pas. Il y a plusieurs parties de l'année où ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je fais si ça ne marche pas? Donc là, il y a plusieurs questions qui se posent. Je ne vous apporterai pas de réponse, mais c'est des sujets sur lesquels on avance. Mais en tout cas, c'était pour vous partager la compréhension des problèmes, en tout cas des enjeux qui sont devant nous. Donc, par exemple, là, si je dois renforcer le réseau, c'est à la fois un coût pour le porteur de projet ou les porteurs de projet, et c'est un coût pour la collectivité parce que, accessoirement, une fois que les réseaux ils sont renforcés, bah, c'est quelque chose qu'il faudra financer collectivement via le TURP. Donc, le deuxième sujet, c'est
Là, on a vu, il y a plusieurs toitures. La question, c'est qui c'est qui va payer le renforcement? C'est le dernier arrivé? Est-ce qu'on répartit ses coûts sur l'ensemble des porteurs de projets? Donc aujourd'hui, ça, il n'y a pas de réponse. C'est des sujets qui sont traités à l'échelle transport, ça, avec pour ceux qui en ont entendu parler, le schéma directeur S3-0NR. Mais à l'échelle de la basse tension, ce n'est pas du tout traité. Et puis, du coup, la question à l'inverse, ça peut être, est-ce que moi, en tant que producteur, si je déploie sur cette zone, j'accepterais de perdre un petit peu de valeur économique sur les parties orange, eu égard au fait que je ne paye pas de renforcement. Donc, et là, la question du modèle économique pour le producteur se pose un petit peu différemment. Donc, voilà un petit peu le sujet qui est devant nous, collectivement. Et puis, la Karen, très concrètement, elle a une question très opérationnelle, c'est comment je déploie mes projets dans mes zones d'activité, dans quel ordre je le fais, est-ce que j'ai intérêt à tous les faire, est-ce que je n'ai pas intérêt à tous les faire, et puis comment je vais les prioriser. Puis la Karen, elle a de nombreuses zones d'activité, donc là, elle fait l'essai sur une zone d'activité, mais elle a ça comme question ailleurs. Donc voilà un petit peu les sujets qui sont devant nous. Du coup, quelques éléments de conclusion pour essayer de ne pas finir trop en retard et prendre 2-3 questions. Vous aurez compris, il y a des enjeux de renouvellement, on en a peu parlé, mais il y a quand même des enjeux de renouvellement, et puis il y a surtout des enjeux de modernisation pour gérer le réseau et intégrer les nouveaux usages. Vous l'aurez compris aussi, ça a été présenté au début par Agnès, on est toujours dans une gouvernance nationale avec des acteurs nationaux, et pas que du fait d'Enedis, hein, le ministère, la commission de régulation. Aujourd'hui, avec les politiques énergétiques locales, il y a nécessité de réussir à faire évoluer ces outils et les gouvernances pour qu'on puisse intégrer des nouveaux actifs sur les réseaux sans payer trop de renforcement collectivement. Et du coup, en tant que collectivité, il y a quand même une importance, enfin, en tout cas, c'est de forcément le point de vue du CIDELA, mais en tout cas, j'espère qu'on aura réussi à vous le partager. Il y a une importance forte à mutualiser la voix des collectivités à une échelle départementale pour peser dans ce débat, parce que ça concerne tous les élus du territoire. Donc, on a essayé de vous présenter, c'est une responsabilité de chaque collectivité pour maîtriser ses coûts d'aménagement. Ça, de fait, je dirais, vous en êtes au premier chef intéressé, en mobilisant les bons outils de financement. Donc, on parlait de taxe d'aménagement, mais il y a d'autres outils, parce que la taxe d'aménagement, ce n'est pas forcément très, très populaire non plus, juste titre. Mais voilà, collectivement, en tant que propriétaire des réseaux, les collectivités, elles doivent quand même maîtriser les coûts d'investissement sur le réseau. Et donc, pour le CIDELA, en tant qu'autorité organisatrice de la distribution, compétence que vous avez confiée, on est sensible à la bonne gestion du réseau pour qu'il y ait une bonne qualité de service aux usagers et qu'on puisse renouveler le patrimoine pour que ça soit géré bien, correctement dans le temps. Et puis, se pose la question du devenir du financement des réseaux avec l'émergence de l'autoconsommation et circuits courts. Donc, je vous ai évoqué rapidement à la sortie du film, qu'on n'a malheureusement pas pu voir. Et donc, comment on met le service public de la distribution au service des politiques énergétiques locales dans une perspective où on doit moins consommer. En tout cas, il y a cette perspective de moins consommer, ces objectifs nationaux, et puis ce développement de cette production locale. Voilà. Et en conclusion, du coup, aujourd'hui, on a un accompagnement au quotidien que vous a présenté Luc pour améliorer la qualité de l'électricité distribuée aux usagers, avec le renforcement, la gestion des réclamations aussi dans une certaine mesure, en amenant de l'électricité aux nouveaux usagers dans une répartition de maîtrise d'ouvrage qui est définie au contrat de concession avec Enedis. Et puis, tous ces travaux, je dirais, opérationnels, enfin, en tout cas de terrain sur le réseau, ça nous permet d'être meilleurs en tant qu'autorité organisatrice de la distribution d'électricité. Ça nous apporte de la compétence et de l'expertise pour rentrer dans une discussion avec le gestionnaire de réseau et les collectivités aussi pour réussir à avoir une meilleure coordination des investissements sur les réseaux et une adéquation, une articulation de ces investissements avec les politiques publiques. Et comme dans les 2 derniers exemples, hein, essayer de construire des accompagnements pour vous aider à mettre concrètement en œuvre ces actions tout en gérant les coûts d'investissement sur les réseaux. Puis, donc, inscrivez-vous au prochain webinaire, vous avez la liste qui s'affiche. Le prochain, il sera consacré au projet éolien et au projet d'ENR citoyen, ce sera le 22 janvier. Et puis ensuite, voilà, vous aurez d'autres thématiques, compétences métiers du CIDELA. En espérant que vous avez appris des choses. Merci en tout cas de votre participation et de votre attention.